À la chronique internationale de James William Gbagidi, qu'on retrouve tout de suite. On va évoquer bien sûr les processus électoraux dans les différents pays, surtout en Afrique de l'Ouest. Nous allons évoquer la Côte d'Ivoire. La grosse actualité, vous la connaissez bien sûr, hein, c'est cette fronde de toutes les plateformes de l'opposition, menée d'ailleurs par Henri Konan Bédié, qui appelle à la démobilisation, bien sûr démobilisation, disent-ils, civile. Allez, tout de suite, place à la chronique internationale. Oh, c'est sûr, ils disent, ça ira, bien sûr, que la politique, les artistes de la musique, ils la font aussi, mais à leur manière, ils ont vu venir. Et puis, ils s'inquiètent. Processus électoraux en Afrique de l'Ouest, la démocratie est-elle en danger? James William Gbagidi, bonjour. Bonjour Serge, c'est un grand plaisir de retrouver les plateaux de 5 sur 7 matin. Merci à vous. Allez, de retour, plus d'un mois après la dernière de vos chroniques, hein, James William Gbagidi, l'Afrique de l'Ouest n'est assurément pas dans l'état dans lequel nous l'avons laissé. Certainement pas, l'Afrique de l'Ouest a beaucoup évolué. Trois pays que vous avez déjà évoqués constituent l'objet de la chronique du jour. Ces trois pays, ce sont la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Mali. Dans ces trois pays-là, la situation dans laquelle nous les avons laissés a énormément évolué. Commençons déjà par la Côte d'Ivoire pour dire que peu avant le départ, on s'interrogeait sur le choix que fera le président Alassane Dramane Ouattara, candidat ou pas, puisque son dauphin désigné avait passé l'arme à gauche. Il s'agit de Gon Coulibaly, donc le président de la République, qui était sollicité par toute sa famille politique pour être le candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle. Mais il avait donc deux problèmes particuliers. Le premier, c'est que la Constitution prévoit un mandat renouvelable une seule fois. Même si elle a été révisée récemment, c'est ce que prévoit la Constitution. Et il avait déjà fait deux mandats. Et le deuxième problème, je crois que c'était le plus important pour Alassane Dramane Ouattara, c'était qu'il avait promis devant le Congrès pratiquement, devant le peuple et au niveau donc, de la Côte d'Ivoire, de ne pas se présenter à une élection présidentielle, en tout cas à l'élection présidentielle suivante. Et il avait fait de manière très solennelle. Et donc, allait-il revenir sur sa parole? On a constaté donc qu'entre-temps, Alassane Dramane Ouattara a décidé de revenir donc sur sa parole. Il est candidat à sa propre succession et cela a énormément fait évoluer la situation en Côte d'Ivoire. Des manifestations en faveur de cette candidature ont eu lieu et d'autres en défaveur de cette candidature se multiplient et on enregistre déjà des violences au niveau de la Côte d'Ivoire. Le cas du Mali, pays voisin, est également un cas qui a changé, qui a évolué. Nous l'avons laissé au pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta. Nous le retrouvons sortant d'hôpital, n'étant plus président de la République. Il se fait soigner à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Il a été déposé. Nous l'avons quand même vu venir. Nous avons parlé sur ce plateau à plusieurs reprises, notamment avec Gédéon Vegba. La situation au Mali est une situation très délicate aujourd'hui. On se rend bien à l'évidence que les militaires qui ont pris le pouvoir n'ont pas forcément un plan très clair dans leur tête. Cela a commencé par une mutinerie et ça s'est terminé par un coup d'État. Peut-être que le matin de la mutinerie, il n'y avait pas l'intention aussi flagrante de déposer Ibeka. En tout cas, les premiers pas des mutins de la junte donnent l'impression que cela n'a pas été préparé comme tous les coups d'État, comme on a pu voir d'autres coups d'État s'organiser. Et donc, de consultation en consultation, on se rend également à l'évidence que
la relation presque fusionnelle entre la junte et l'opposition du M5 au début du renversement du IBK, cette relation commence à se déliter et nous allons peut-être en parler un peu plus en profondeur. Bien sûr. Troisième situation, c'est la Guinée. La Guinée du président Condé, le professeur Alpha Condé, dont on a vu le parcours d'un homme politique d'opposition extrêmement, je dirais, exemplaire, hein, et qui aujourd'hui est candidat à un troisième mandat après avoir, et je n'exagère pas le terme, vraiment tripatouillé, pour ainsi dire, la constitution dans son pays, parce qu'on a envoyé à l'Assemblée nationale un texte qui a été validé par les députés. Ce texte a été soumis à référendum et le texte qui a été promulgué est différent du texte qui a été soumis à référendum. C'est extraordinaire ce qui se passe en Guinée et cela permet au président en exercice d'être candidat. En l'occurrence, cette constitution ne lui interdit pas d'être candidat à un troisième mandat. Si on s'en tient à celle-là, il est légalement candidat et donc on se retrouve avec une Guinée qui est bien différente de celle que nous avons laissée, même si c'est le pays où la situation a le moins changé en réalité, parce que tout le monde avait déjà compris depuis plusieurs années que le président Alpha Condé avait une très forte envie de se succéder à lui-même. Tout ce qu'il faisait allait dans ce sens. Toutes les actions de l'opposition étaient entravées, contrecarrées, et il n'y a pas grand-chose qui ait changé, sinon que, à la grande surprise de tout le monde, son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, a décidé de se porter candidat dans cette élection-là, malgré les risques face au président Condé. Bah ouais, la démocratie en danger, c'est la question que vous vous posez d'ailleurs. Mais quelle réponse globale et particulière y donneriez-vous? Si on s'en tient à la situation globale en Afrique de l'Ouest, on peut dire que la démocratie, elle connaît quand même des soubresauts. Elle monte en grade, elle s'abonie et puis elle se délite. La démocratie telle que les pays africains, les trois pays en tout cas que j'ai évoqués, oui, sont en train de la mettre en œuvre, ne se porte pas au mieux de sa forme. On ne peut pas estimer que avec les interdictions de manifestation, pour moi, une chose est certaine, les chefs d'État qui veulent être candidats à leur propre succession, en dehors de tripatouillage de la Constitution dont j'ai parlé, pour moi, Alassane Ouattara, il a probablement le droit d'être candidat à sa succession, mais ce qui pose le plus problème de mon point de vue à moi, c'est le fait d'avoir promis, mais d'être là maintenant à remettre en cause sa propre parole, alors qu'on s'attendait à ce que de son niveau, il ait pu quand même préparer une succession autre que celle de Gon Coulibaly qui n'a pas pu être candidat. Il aurait pu également trouver la formule pour donner la capacité à ceux qui sont ses partisans de le remplacer. Et si l'éventualité se présente que le pouvoir échappe à son camp, il devrait l'assumer pour avoir, selon ce qu'il dit, très bien géré le pays. Donc, il ne devait pas y avoir de problème. Mais il y a des interdictions de manifestation adossées à la crise sanitaire. Et ces interdictions de manifestation provoquent des violences. Ces violences ont provoqué des morts. Et c'est là que la démocratie en est donc un peu maltraitée. En Guinée, la démocratie elle est vraiment très mal en point, encore plus qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que justement, ça fait plusieurs années maintenant que l'armée réprime très brutalement les manifestations de l'opposition. On a vu cette opposition-là se regrouper pour s'opposer à la révision de la Constitution. Ça n'a rien donné, mais ça a quand même provoqué plusieurs décès, plusieurs morts, des brutalités policières. La Guinée en est coutumière, hein, on l'a beaucoup vu. On a même pensé à un moment donné, moi j'ai pensé à un moment donné quand le président Condé prenait le pouvoir, qu'il serait en porte-à-faux avec cette armée trop facilement portée sur les armes, trop facilement portée sur la brutalité. Mais comme lui, il était à un certain moment un grand défenseur de la démocratie, des droits de l'homme, j'avais pensé qu'il risquait un coup d'État, mais on dirait qu'il s'est conformé au modèle, aux méthodes de l'armée de son pays. Et aujourd'hui, il n'a pas vraiment cure de cette répression, d'autant plus que ça profite au maintien de son régime. Au Mali, on n'en parle plus. La démocratie elle a été
carrément mise entre parenthèses, puisque c'est l'armée qui désormais est au pouvoir et qui ne semble pas vouloir se retirer, lâcher prise, malgré pas de sitôt. Pas de sitôt en tout cas. 18 mois, demande-t-il, pendant que la CEDEAO exige une transition maximum d'1 an, ce qui serait plus ou moins raisonnable si les militaires veulent vraiment retransmettre le pouvoir à des autorités civiles. Oui, remarquons tout de même qu'en Côte d'Ivoire et en Guinée, il y a ce qu'on pourrait appeler les anti-troisième mandat qui sont à l'œuvre. Mais est-ce qu'ils ont, quelle est la marge de manœuvre que ces gens-là, ils ont aujourd'hui? La marge de manœuvre des anti-troisième mandat... Est-ce que les carottes ne sont pas cuites? Les carottes sont pratiquement cuites. Ouais. Je dis pratiquement parce qu'on a vu l'anti-président de la République au Mali aboutit à un résultat. Donc ce résultat-là, celui du renversement du pouvoir, soit par une révolution populaire, soit par une mutinerie ou un coup d'État, ce n'est pas à 100% exclu. Donc les carottes ne sont pas complètement cuites, mais prenant le cas de la Côte d'Ivoire, il y a de fortes chances que Alassane Dramane Ouattara ait les ressources nécessaires pour se maintenir, pour faire respecter l'ordre juridique, pour respecter donc la légalité de son pouvoir, voire même pour organiser les élections et les emporter éventuellement, en tout cas si la majorité des Ivoiriens votent pour lui. Et donc, oui, il y a au niveau de la Côte d'Ivoire cette marge de manœuvre plutôt étriquée pour l'opposition. Mais ce qu'on peut constater, c'est peut-être que c'est la Commission électorale indépendante aujourd'hui qui vient de donner les meilleures armes possibles à cette opposition en réduisant à son strict minimum le nombre de candidats de cette opposition-là susceptibles d'affronter le président Alassane Dramane Ouattara. Donc, tous ceux qui auraient pu, par des pôles différents, se regrouper, appeler à avoir des mots d'ordre différents les uns des autres, tout cela se retrouve aujourd'hui pratiquement autour du président Bédié. Vous l'avez pu le voir hier, même des anciens ministres de Alassane Dramane Ouattara, des ministres qui l'ont quitté il y a quelques mois seulement, se retrouvent dans cette opposition, dans cette coalition nouvelle qui exige donc du président qu'il retire sa candidature et qu'il réintègre dans la liste électorale les ténors que sont Gbagbo et Soro. Soro, et non pas seulement Soro, mais également Blé Goudé, qui ont été exclus des listes électorales pour les raisons que nous connaissons. Et donc, il y a ce problème-là qui se pose et il y a une forte capacité de l'opposition en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On n'a pas encore vu la mobilisation qui va s'en suivre. Le président Bédié a appelé à une désobéissance civile. Et si cette désobéissance civile, en fait, c'est un risque. Dans tous les pays où l'opposition appelle à une désobéissance civile, c'est un risque parce que les populations vivent au quotidien. On sait déjà l'impact que la crise sanitaire a sur ces populations-là. Est-ce qu'il faut encore ne pas aller au travail, se refuser à se mobiliser pour sa pitance quotidienne et pour des raisons politiques? C'est difficile pour les populations de respecter souvent le mot d'ordre de désobéissance civile. Parce que c'est ce que cela engage comme posture, refuser de sortir, en tout cas journée ville morte, ne pas respecter les autorités politiques, les autorités militaires, etc. C'est un peu difficile pour les populations. Et généralement, quand on évalue l'impact de cette désobéissance civile, on voit déjà à peu près quel peut être l'impact de ces oppositions dans les pays où ces mots d'ordre sont donnés, dans les scrutins qui vont suivre. Et si jamais la désobéissance civile n'est pas très bien respectée, comme l'a demandé le président Bédié, on peut déjà avoir une idée et le pouvoir en place peut déjà se conforter de l'échec de cette désobéissance civile pour valider plus tard une victoire électorale. Donc c'est un risque que l'opposition est en train de prendre. Mais c'est également un risque pour le régime, parce que si la désobéissance civile est respectée comme cela pourrait être respectée de façon massive, notamment dans une ville comme Abidjan, qui est une ville généralement frondeuse vis-à-vis du pouvoir en place, cela peut mettre en danger le président Alassane Dramane Ouattara. En Guinée, la marge de manœuvre de l'opposition, elle est plus que étriquée désormais, parce que justement le leader de l'opposition a décidé de participer à une course qu'il a considérée pendant des mois, pendant des années, comme une course illégale. Et il a appelé ses militants à ne pas s'inscrire sur les listes électorales. Et aujourd'hui, il se présente candidat, mais pour être élu par qui? Pour être porté par qui? Certes,
il y a une volonté populaire derrière lui. Il y a des gens qui le portent, il y a des gens qui participaient à ces manifestations-là à, à cause de lui ou grâce à lui. Mais aujourd'hui, il est candidat pour que ces gens-là viennent voter, alors que pendant que ces gens-là manifestaient, il leur disait de ne pas aller s'inscrire sur les listes électorales. Donc, Cellou Dalein Diallo a quand même quelque peu handicapé l'opposition en Guinée, et même s'il veut profiter aujourd'hui de ce que l'élection lui donne comme possibilité pour affronter encore une fois Ouattara. Et je l'ai entendu dire par un auditeur de une chaîne de télévision, de radio, Cellou Dalein Diallo est candidat à une troisième défaite face à, Oh là là. à Alpha Condé. Quelle image! De Oui, toutes les façons, on va poursuivre tout à l'heure le débat au forum avec Gédéon Vagba qui va nous rejoindre d'ici à là d'ailleurs. Merci beaucoup à vous, James William Baguedi. On va entrevoir donc les perspectives dans ces différents pays. On va en discuter tout à l'heure.